m'appelle Bertrand Dalle, je dirige une agence de recherche indépendante qui s'appelle Conseil et Recherche. J'ai 44 ans, j'ai 4 enfants. Je suis là parce que nous avons mené en 2019 une recherche sur l'expérience collaborateur. Et dans cette recherche, on a évidemment révisé le concept de symétrie des attentions. Je peux même vous faire passer l'exemplaire si vous voulez, le faire tourner, et je le laisse au dernier qui l'aura en main. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'être nommé par le Premier ministre, donc je suis là aujourd'hui. C'est pas bien payé. Hein. Bon, d'accord. Ici non plus, hein, mais... Il y a un message. Très bien. Mais je suis ravi d'être ici. Donc la symétrie des attentions, c'est quoi? Est-ce que j'ai une petite zappette à tout hasard? Alors, je ne vais pas rentrer dans des débats d'experts. C'est l'idée selon laquelle la qualité de la relation entre une entreprise, merci, et ses clients est symétrique de la qualité de la relation de cette entreprise avec ses collaborateurs. Hein. Donc l'idée de cette symétrie entre les clients et les collaborateurs, et finalement, si on veut du bien pour ses clients, peut-être commençons par vouloir du bien pour ses collaborateurs. J'ai un retour ici. Alors, d'où vient cette idée? Cette idée Play, ça marche. Elle vient du marketing. Elle vient du marketing avant tout, qui s'est intéressé à la qualité de service depuis longtemps, puis au parcours client, et puis avec la multiplication des points de contact client. Vous voyez aujourd'hui, hein, avant on allait, quand on voulait aller à la banque dans une agence avec un conseiller, maintenant on a 1000 outils pour contacter la banque depuis l'appli sur smartphone. Et je pense que même vous envoyez un tweet à votre banquier et il vous répondra. Donc forcément, le parcours client s'est un peu complexifié et le marketing a travaillé sur cette notion d'expérience client. Autre input peut-être, on a vu qu'aussi ça venait de certains dirigeants. Et notamment aux États-Unis, ils nous ont présenté ça, ils nous ont dit on a une nouvelle génération de dirigeants. Avant, toutes les grosses boîtes étaient fondées par des ingénieurs. Aujourd'hui, on a des profils qui viennent plutôt du design. Hein. Je vous ai mis évidemment la photo des 3 fondateurs de Airbnb. Tout le monde connaît Airbnb. 2 des 3 fondateurs sont des designers qui ont fait une école de design. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont travailler? Ils vont travailler l'expérience client. Ils ne sont pas orientés produits. Hein. Ils ne veulent pas créer des solutions produits techniques. Ils veulent avant tout travailler sur l'usage des clients et créer des parcours clients absolument remarquables. Et quand ils se sont interrogés sur « qu'est-ce que c'est le management chez nous ?», eh ben, ils ont commencé à se dire on va appliquer ces logiques de design thinking aux ressources humaines, à la politique de ressources humaines, en disant finalement, on va faire un peu de l'expérience client adaptée aux ressources humaines, du design thinking adapté aux ressources humaines, et on va voir ces notions de employee experience, d'expérience collaborateur arriver. Donc, j'ai envie de dire, la symétrie des attentions, c'est sans doute d'abord une idée pour maximiser l'expérience client. Du côté de la recherche, alors là, vous avez l'entrée de Harvard Business School à Boston. Je pense que ce n'est pas tellement un sujet de recherche. Hein. La symétrie des attentions, je pense que c'est un sujet de consultant, c'est un sujet de journaliste, et puis c'est quelque chose qui, dans les années 90, a fait l'objet aussi de recherche. Donc je vous ai cité Service et Value Profit Chain, justement de Harvard Business School, qui a fait le lien entre la qualité du service rendu, la fidélité de ses clients et la performance financière. Et peut-être aussi les neurones miroirs. Vous savez, c'est un peu ces neurones qui fait qu'on est tous câblés en Wi-Fi, et en fonction de la relation qu'on va avoir et l'authenticité dans cette relation, la communication, elle devient de qualité quand il y a vraiment authenticité dans cette relation. Dans les années 90, on a aussi des dirigeants pionniers, là pour le coup, qui ont travaillé sur cette idée d'expérience client, puis d'expérience collaborateur. Tout le monde connaît Richard Branson, le patron de Virgin. Peut-être moins connu, Herb Kelleher, qui est le patron de Southwest Airlines. Et plus récemment, Vinay Nayar, qui est un Indien qui sera la semaine prochaine, je crois, au congrès de Chair à Paris, qui a écrit un bouquin assez sympa sur le sujet qui s'appelle « Les employés d'abord, les clients ensuite ». Ensuite, on a Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Il y a quelques mois sur Vivatech, vous y étiez peut-être.
il nous disait quoi? Il y a deux groupes que vous devez convaincre, vos équipes et vos clients. Ne perdez pas de temps avec vos investisseurs. Donc lui aussi, il a pas mal de pensées sur ce sujet d'expérience collaborateur. Et il va dire que la clé de réussite de son entreprise va résider vraiment dans l'attention qu'il a portée à son équipe et à ses clients. Alors, je vous propose maintenant d'aborder cette notion de symétrie des attentions avec peut-être d'abord le côté client et ensuite le côté collaborateur. Alors, quels enjeux de l'expérience client? Je pense que notre premier sujet, c'est de montrer que cette idée de symétrie, elle a montré aussi des limites d'efficacité, et à trop vouloir uniformiser l'expérience de ses clients, et peut-être qu'on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait arriver. Donc, c'est-à-dire que la relation client se complexifie et on a voulu, dans notamment les entreprises à réseau, uniformiser cette relation client. Et qui dit uniformisation dit standardisation. Et qui dit standardisation dit travail peut-être moins intéressant aussi pour les personnes qui sont dans les services de relations clients. On peut penser au centre d'appel avec des scripts qui sont arrivés, aussi bien écrits soient-ils et orientés client. On a vu que ça déshumanisait le travail et finalement, en déshumanisant le travail, on réduit son expérience client. Donc, ça veut dire que cette expérience client, elle ne peut pas être délivrée par des process trop rigides non plus. Donc, la belle relation client qu'on cherche, elle va être liée à deux questions essentielles. La première, c'est la question de l'authenticité dans la relation avec son client. Et la deuxième, c'est la question de l'organisation standardisée dans les services clients. Alors, cette tension entre normalisation d'un côté et singularité de l'humain, on pourrait dire, de l'autre, je crois que c'est le propre des sciences humaines et sociales et le propre de la question du management même, hein, cette tension vraiment entre normalisation, standardisation et singularité de l'humain. Ces deux questions, on va les retrouver évidemment, finalement, de la même manière dans l'expérience collaborateur. Comment entretenir une relation authentique avec ses collaborateurs? Moi, j'aime bien dire qu'une relation, ça se construit d'être à être et non de rôle à rôle. Ça veut dire voilà, le retour de soi. La petite séance qu'on a fait tout à l'heure aussi, avant la keynote, permet aussi de se remettre aussi sur soi-même. Comment, évidemment, deuxième question, leur redonner de l'autonomie dans le travail? Et là, vous voyez où je veux en venir. Un triptyque que j'aime beaucoup, autonomie, initiative, responsabilité. Un sociologue du travail que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Zarifian, en a même fondé sa définition de la compétence sur ce triptyque. On ne va pas rentrer dans les détails. La compétence, c'est la manière finalement pour un individu d'occuper un espace d'autonomie qui lui est laissé dans l'organisation. Aujourd'hui, un autre chercheur qui s'appelle Yves Clos, qui est psychosociologue du travail, qui va définir le travail de trois manières. Le travail prescrit, le bureau des méthodes au siècle dernier, mais les objectifs, le management par objectif, les fiches de poste, des choses qu'on trouve encore aujourd'hui très fréquemment dans nos entreprises, sont une forme de prescription du travail. Donc le travail prescrit, le travail réel, c'est une deuxième manière finalement de regarder le travail. Et nous, les sociologues, quand on va rencontrer les personnes qui travaillent, on va les questionner sur ce qu'elles font réellement au-delà de la prescription du travail, au-delà de l'organisation, du process, du standard, de la fiche de poste, des objectifs. Et là, on trouve un champ gigantesque de ce qu'est le travail réellement, le travail réel. Et puis Yves Clos, il va apporter une troisième notion qui est le travail empêché, c'est-à-dire le travail qui n'existe pas, mais que tout un chacun a en tête qu'il devrait réaliser pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. C'est-à-dire qu'il a bien conscience de ce qu'il faudrait faire, mais il ne le fait pas. Et il ne le fait pas, alors on va commencer par soi-même pour des raisons qui lui sont propres, c'est-à-dire je ne me sens pas, je n'ai pas les compétences, peut-être il faut parler anglais et moi je ne saurais pas, peut-être que... Mais aussi parce que le système ne le permet pas, le système d'information, il n'a pas la case qui... Et c'est pourtant dans cette case-là que j'aimerais aller. Peut-être que le management ne me le permet pas non plus. J'ai peur de me faire taper sur les doigts si je me trompe, etc. Donc finalement, on rejoint aussi un petit peu de cette idée de la mouvance entreprise libérée, où c'est peut-être pas l'entreprise qu'il faut libérer, mais c'est le travail empêché qu'il faut libérer. Et libérer, finalement,
cet espace d'autonomie dans le travail qu'on pourra avoir autour de chaque salarié. Hein. Donc finalement, on laisse de l'autonomie, on favorise les initiatives, donc les erreurs, hein, et derrière, on va avoir une prise de responsabilité sur les actes qu'on prend, les décisions qu'on prend et des résultats. Donc s'intéresser au travail, c'est s'intéresser au travail réel, donc à l'individu, mais s'intéresser à l'individu, c'est aussi s'intéresser au travail empêché. Donc cette idée de symétrie des attentions, elle va donc très très favorablement se développer avec des modes de management par la confiance, on va dire. L'expérience collaborateur, donc, on a travaillé lors de cette recherche avec un chercheur de l'EM Lyon qui s'appelle Pierre-Yves Gomez et qui nous a proposé 3 manières d'appréhender cette expérience collaborateur. La première, c'est mon expérience de vie au travail. L'expérience collaborateur, c'est l'intérêt finalement de ce que on me donne à faire tout autant que les conditions de travail. Hein. Mon travail lui-même, pas que le baby-foot, les pommes et compagnie qu'on a. Deuxième manière de définir cette expérience collaborateur, c'est mon expérience de vie par le travail. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire comment le travail me transforme et me donne une expérience. Et une troisième manière d'appréhender cette notion d'expérience collaborateur, ça va être mon expérience de vie au travail. Et c'est aussi comment j'apporte au travail ma vie personnelle et comment l'entreprise la prend en compte. Donc là, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que l'expérience collaborateur, c'est pas que les entreprises de la tech dans la Silicon Valley, dans lesquelles on va aussi voir et qui mettent des budgets colossaux pour avoir des locaux extraordinaires, par exemple, pour avoir des medical centers offerts aux salariés, pour avoir des cantines gratuites matin, midi, soir. C'est pas que ça, parce que ça, c'est des budgets énormes. Et on ne peut pas tous lutter contre ces entreprises de la tech qui ont des budgets. Par contre, quand je dis l'expérience collaborateur, c'est aussi amener ma vie au travail, ma vie personnelle au travail. C'est une manière de dire, finalement, il y a quelque chose de plus fort. C'est aussi comment j'ai un système de management et une organisation qui va être à l'écoute de chaque besoin, qui sont par définition individuels, et en plus mouvants. C'est-à-dire que moi-même, le lundi, je suis arrivé de bonne humeur et j'avais envie de ça. Et puis le mardi, non, j'avais une mauvaise nouvelle où je m'étais engueulé avec ma femme le matin, je ne sais pas. Et puis 2 ans après, j'ai eu des enfants, des bébés, c'était plus possible, les réunions le matin à 8h, et puis, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire? L'expérience collaborateur, c'est aussi prendre en compte les individus dans le travail avec leur vie personnelle. Donc ça ouvre des champs assez larges. Alors, c'est quoi une bonne expérience collaborateur? Difficile, très difficile d'y répondre. En tout cas, par des règles standards très difficiles. Elle est singulière, hein, on disait, puisqu'elle se réalise au travers de ce qu'on ressent, ce que l'on vit. Et chacun a naturellement sa propre expérience de vie au travail, qui en plus est mouvante. Elle est impactée par son contexte professionnel, donc l'environnement de travail, mais on disait aussi l'autonomie qu'on a dans le travail. Finalement, le travail, c'est quoi le travail à faire et quelle est l'autonomie qu'on me laisse pour réaliser mon travail. Ensuite, elle est aussi impactée par sa vie personnelle. Donc, voilà, laisser ses émotions à la porte du bureau, vous savez, c'est un vieil adage. Et voilà, quand tu arrives au bureau, tu laisses tes émotions à la porte. Ici, on vient pour travailler, quoi. Bon, c'est très très théorique. Hein. Évidemment, on ne peut pas les laisser à la porte du bureau. Et enfin, elle est fluctuante parce qu'elle est justement impactée par ses émotions. Donc, nous, on a vu 2 types de démarches pour faire simple. Les démarches très organisées par le haut, avec des budgets, les locaux, les conditions de travail, etc. Et des démarches beaucoup plus bottom-up, c'est-à-dire des systèmes de management qui sont là pour écouter et comprendre quels étaient les besoins de leurs collaborateurs. Alors, avant de donner quelques exemples, rapidement, ça c'est des trackers miroirs, peu importe d'où ils viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'aperçoit dans les trackers miroirs, quand on mesure la symétrie entre les clients et les collaborateurs sur des actions, c'est-à-dire quand vous avez annoncé ça au client, ah ouais, moi je déteste et je vis une très mauvaise expérience, mais le client peut en vivre une très bonne. Donc en fait, on n'a pas toujours symétrie, et ça veut dire que c'est intéressant de mesurer, et des fois il y a des dissymétries, et des choses qui font plaisir aux clients, mais pas aux collaborateurs, vice-versa, à personne ou aux deux. Voilà. Donc ça c'est important de comprendre cette notion. Quelques illustrations, c'est intéressant, 2 types d'exemples. Hein.
Alors les exemples d'entreprises qui s'emploient à projeter leurs collaborateurs dans l'univers de leurs clients, et puis des exemples d'entreprises qui cherchent à promouvoir une belle expérience collaborateur. Pardon, je suis allé trop vite, je vais comme ça. Ça c'est quoi? Je ne vais pas passer 2 minutes, je continue. Leroy Merlin, par exemple, vont recruter maintenant davantage sur les comportements, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, et beaucoup plus que sur les compétences techniques. Hein. On va recruter des comportements plus que des compétences techniques. Autre exemple, ils vont développer ce qu'ils appellent un mur des réalisations, où à la sortie des magasins, on va avoir les réalisations des personnes qui sont venues acheter leurs matériaux, qui ont été conseillés par des vendeurs, et ça va être un lieu d'échange sur voilà ce que j'ai réalisé grâce au conseil d'un tel, etc. Et on a vu des clients amener le champagne, la panière de fruits, des lieux de retrouvailles finalement entre des conseillers de vente et des collaborateurs. Aux États-Unis, il y a une start-up, enfin c'est plus une start-up d'ailleurs, une entreprise qu'on aime beaucoup qui s'appelle Gusto. Gusto, ils font des fiches de paye pour les artisans. Ils ont commencé dans un appartement, donc quand on arrive dans un appartement, on enlève ses godasses et on met ses pantoufles. Bon, eux ils sont restés, ils sont 800, ils sont 500 à San Francisco, ils sont 500 à se balader en pantoufles dans leur local, comme à la maison. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, venez comme vous êtes, on est comme à la maison. Donc, quand on se balade dans leur bureau, évidemment, on enlève les chaussures à l'entrée, on peut être pieds nus ou en pantoufles, et on a les vélos posés contre le bureau, on a le chien sous la table, enfin, voilà, on amène sa vie au travail. Upwork, intéressant aussi, Silicon Valley, entreprise qui pratique le télétravail, puisque c'est la mise en relation des travailleurs indépendants avec des grandes entreprises. C'est la première plateforme au monde. Eux-mêmes, ils sont 1000 collaborateurs. 75% de ces collaborateurs salariés sont en télétravail à travers le monde. 75% sont en télétravail, dans des fuseaux horaires parfois différents. Hein. Donc ils pratiquent pour eux-mêmes, pour se mettre dans la peau aussi de leurs clients, qui vont confier finalement des activités à des indépendants qui ne sont pas dans leur bureau. Je passe rapidement, puisqu'on me dit que le temps est terminé. Bon, on est à Lille, donc je ne pouvais pas ne pas vous présenter Kiabi. Tout le monde connaît Kiabi. Secteur de l'habillement en tension, mais entreprise assez magique, je dois dire, qui va travailler sur vraiment son expérience collaborateur. Les retours clients en magasin, hein, vous savez que maintenant c'est le conseiller de vente lui-même qui va apprécier s'il rembourse, il fait un échange, il fait rien. Voilà, il n'a plus besoin de demander l'accord à tout le monde. La création des boutiques éphémères, moi je me souviens d'une discussion à l'île de Ré, est apparue une boutique éphémère, et Nicolas Hénon, donc le patron de Kiabi, me dit, tu sais, la boutique éphémère, c'est un conseiller de vente de La Rochelle qui l'a proposé lui-même. Et on est allé jusqu'au bout et ça a formidablement bien marché. Conclusion, 4 points, et j'en termine. Alors, le bureau de Nicolas Hénon, hein, le patron de Kiabi, au milieu d'un open space, debout, comme tous les autres. Hein. Donc là aussi, il y a une image, hein, on supprime les symboles de pouvoir. Pour finir, 4 points. Le premier, la symétrie des attentions pour qu'elles produisent des effets pour nos clients doit être pensée sous forme d'expérience collaborateur. Second point, l'expérience collaborateur n'est pas qu'une mise à disposition d'environnement de travail, aussi sympathique soit-il, hein, mais aussi l'idée de redonner vraiment du pouvoir d'agir dans le travail. Ça, c'est sans doute la chose la plus importante. Troisième idée, étendre l'idée d'expérience collaborateur à tous les collaborateurs et non uniquement à ceux qui sont en contact direct avec les clients. Et quatrième idée, son terrain de jeu est davantage à chercher dans la culture d'entreprise que dans les process. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Donc la symétrie des attentions est une bonne démarche pour développer le parcours collaborateur et donc la marque employeur. Est-ce que vous avez constaté de la symétrie des attentions gadget? Et où on met le curseur? Alors, de l'expérience collaborateur gadget, oui. Après, la symétrie des attentions, j'ai envie de dire, c'est une résultante. Hein, c'est-à-dire, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est parce qu'on a une attention particulière envers nos collaborateurs, ils vont en avoir une attention particulière avec leurs clients. Donc, d'expérience collaborateur, oui, et je pense que le plus gadget, après, on est en France, alors il y a
ce truc qui traîne. Les grands groupes vont très facilement dire tiens, on voudrait nous aussi un baby-foot et des fraises tagada et ça va faire l'affaire, on va être moderne. Non, on le voit sur d'autres sujets en ce moment, on travaille beaucoup sur les startups et les alliances, les relations entre les grands groupes et les startups. Bon, il y a cette volonté de dire tiens, on va aussi racheter, travailler plus avec des startups, on va avoir une culture un peu plus jeune, etc. Bon, tout ça, ça tient que si vraiment les modes de management et d'organisation et de considération du travail des uns des autres et des individus changent également, quoi.